Bienvenue, bienvenue dans ce second webinaire. On a lancé les webinaires il y a de cela quelques jours. Avec le premier, ça a été le burn du token du mois de mars. Et on voulait inaugurer celui-ci en m'adressant, en ayant une conversation avec vous, avec un échange autour de Péculium, autour de vos questions, autour de vos interrogations. Pour ce faire, je vais peut-être introduire la présentation qui circule depuis quelques jours sur notre pitch deck et vous présenter un peu en quelques chiffres ce que c'est que Péculium, une présentation un peu synthétique et qui va être reprise par la suite par nos différents interlocuteurs et collaborateurs, à savoir Martin Della Porta de notre partenaire à Cœur-Assis, ainsi que de François Yo. Et elle sera complétée bien sûr par une analyse un peu plus approfondie sur la trajectoire du token, sur la tokenisation du PCL et sur le modèle économique sous-jacent, tant sur son analyse fondamentale et que sur sa projection marché. Donc, ça sera des webinaires qui seront assez techniques, assez financiers, mais qui vous donneront un aperçu vraiment plus large, plus détaillé de la projection de Péculium sur cette année 2018 et les années qui viennent. Je vais commencer par la présentation. Déjà, bienvenue tous. Merci d'être là. On commence avec un peu d'avance parce qu'il y a eu quelques cafouillages sur les horaires. On est une entreprise internationale, donc on se perd entre les GMT plus 1 et GMT plus 2. Donc normalement, cet échange commence à 18h. La communication est partie avec une communication sur 17h. Donc je pense qu'on va faire une présentation et puis la plupart des gens arriveront à partir de 18h. Mais bienvenue déjà à ceux qui sont avec nous. Voilà. Tout petits instants, le temps que ça charge. Voilà, hop, je partage aussi mon écran. Donc, pour la petite présentation que je vais faire avec vous, Péculium. Donc, on est dans la seconde phase de notre initiative, de notre aussi tokenisation. On a lancé la SEO via un premier round au 17 décembre dernier, qui avait été précédé par une private salle au 1er novembre. Donc, du 1er novembre au 21 novembre, on a eu la private salle. Ce sont les suivis de la pré-ICO qui a commencé le 17 décembre et qui s'est terminée avec l'ICO au 24 janvier dernier. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a eu une ICO qui a été un franc succès par rapport au marché, par rapport à la manière dont elle a été perçue au travers de l'écosystème. Vous savez qu'il y a à peu près
plusieurs centaines, voire milliers d'LCO qui ont lieu en même temps. Nous avons fait une levée à hauteur de 8,1 millions d'euros. On a eu, et vous l'avez suivi, des péripéties assez délicates avec les exchanges, notamment avec AIBTC. Mais nous sommes aujourd'hui présents sur un certain nombre d'exchanges et il y a un travail de profondeur qui est fait pour intégrer d'autres exchanges. L'équipe de Peculium est une équipe aujourd'hui composée de 40 personnes avec des profils qui nous ont rejoints précisément pour cette CCO, cette seconde phase de notre levée. Et cette phase qui a commencé au 1er mars et qui dure jusqu'au 31 juillet, qu'on a appelé Continued Coin Offering. Donc, notre ICO est surtout posé sur un projet qui est à destination d'un segment de l'économie mondiale. C'est un segment qui est propre à l'ensemble des civilisations qu'il y a à travers le monde et qui retrace une des caractéristiques qui est la plus profonde dans le rapport à l'argent chez l'être humain, à savoir celle d'épargner, celle de toujours mettre de côté. C'est un réflexe qui est du même ordre que celui de se vêtir, ou celui de manger, ou celui d'avoir un toit. C'est celui de pouvoir épargner parce que c'est la seule chose qui permette d'affronter la question de demain. Comment sera fait demain et comment je vais pouvoir gérer mes obligations de demain. Et nous avons adressé ce marché. Nous avons adressé ce marché parce que il représente les attentes profondes de l'ensemble des gens qui sont de travers le monde. C'est comment construire une épargne qui leur apporte à la fois une visibilité, une transparence dans sa gestion, et en même temps de s'asseoir sur un modèle économique qui est en devenir. Donc, Peculium s'inscrit dans cette perspective de dire que nous sommes le premier système d'épargne au sein de la blockchain, au-dessus de la blockchain et dans la blockchain. Donc, les mécanismes d'épargne, pour qu'ils soient introduits dans un écosystème, il est nécessaire de les accompagner de tout un ensemble de dispositifs. Il n'est pas simplement venu de dire que nous allons faire de l'épargne sans nécessairement travailler en préalable tout un ensemble de problématiques qui sont inhérentes à l'écosystème dans lequel on est. Et la blockchain, au travers de sa viatique, depuis qu'elle est sortie, elle a prouvé plusieurs choses. Elle a prouvé d'abord une capacité de résistance, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau de son inviolabilité. Elle a aussi été mise en place pour assurer une transparence. Il y a un registre qui est clair, qui est partagé, qui est sous un consensus complet. Et en même temps, elle a démontré, au travers de ces 10 dernières années, et plus précisément depuis ces 3 dernières années avec l'arrivée d'Ethereum, une capacité à adresser les problématiques économiques qui sont dans le tissu économique général. Donc, introduire un mécanisme d'épargne au sein de cet écosystème implique un certain nombre d'éléments, et c'est Peculium, lorsqu'on s'est adressé à cette question de comment introduire les mécanismes d'épargne, pas devenir un fonds d'épargne, parce que c'est une question autre, mais il a été nécessaire pour nous d'identifier que ça ne peut provenir que de
la parfaite connaissance du marché. Connaître le marché, c'est bien sûr une certaine forme d'expertise, expertise professionnelle, expertise de l'écosystème. Et ça, l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui travaillent sur la blockchain ont cette expertise. Il a été important aussi de savoir que une connaissance intrinsèque et profonde du marché provient de la data. C'est un élément qui est capital dans le sens où la data est une chose qui est l'élément qui est présent dans tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'une blockchain, c'est une base de données. Les interactions qu'elle génère transactionnelles, ce sont de la donnée. L'ensemble du processus du minage jusqu'à l'usage dans un échange du token pour des échanges transactionnels est une donnée. L'ensemble de l'action est un ensemble de data. Et pour pouvoir arriver à proposer un mécanisme d'épargne sur cet ensemble, il nous est apparu nécessaire de bien connaître la donnée. Et c'est notre expérience, c'est ça notre expertise. Au travers des années, on a accumulé l'expérience du processing data, de la manipulation de la data, de la transformation de la data, de la gestion de l'intégrité de la data, de la data science qui se pose sur cet amas de data, et en même temps l'acquisition des outils qui permettent, dans un cadre précis, de maîtriser cette data. Parce que c'est quelque chose de très... Enfin, cette data, elle a un volume, elle a une complexité, elle a plusieurs formes, elle est à la fois structurée, elle est à la fois non structurée, via, par exemple, ce qui se passe sur Twitter, ce qui se passe sur Google, ce qui se passe sur l'ensemble des réseaux sociaux. Elle est à la fois image, vidéo, post, enfin tout un ensemble d'éléments. Et pour arriver à la synthétiser et à bien la comprendre, il est nécessaire de la maîtriser. Donc tout le processing data doit être en parfaite maîtrise, en parfaite analyse et connaissance pour arriver à faire émerger quelque chose de lisible. Et parce que plus une chose est lisible, et plus nécessairement on arrive à poser un modèle économique dessus. Et c'est un peu, et même très largement, c'est ce qui diffère de notre approche et de la manière dont on adresse l'écosystème de la blockchain. Nous posons un modèle financier, nous permettons l'introduction dans ce modèle financier, mais avec un prérequis nécessaire qui est la parfaite maîtrise de la data sous-jacente. Et cette maîtrise, après, elle découle en plusieurs éléments. Donc, je vous disais, dans le monde, le marché représente à peu près 18 000 milliards de dollars en 2016 de mécanismes qui ont permis d'épargner. Et cette épargne, elle est présente partout, hein, quel que soit le pays dans lequel on est, quel que soit le continent, quelle que soit la manière dont elle est faite, que ce soit de l'épargne logement, l'épargne vie, l'assurance, de la réassurance, que ce soit des plans d'épargne en entreprise, des plans salariaux, des plans nationaux d'épargne. Elle prend une multitude de formes. Mais ça représente une masse qui est considérable dans le tissu économique mondial. Et la blockchain, dans tout ce qu'elle représente, au sens cryptocurrency, au sens monétaire du terme, est quelque chose d'extrêmement insignifiant par rapport à tout cet ensemble. Aujourd'hui, entre
entre 15 janvier 2017 et aujourd'hui, on était à même pas une trentaine de milliards de capital market en début 2017. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 200, 300, 400 milliards. Donc, c'est quelque chose de très petit, extrêmement petit. Par contre, la technologie qui est en bas, la technologie qui permet de porter cet échange monétaire, est quelque chose de totalement révolutionnaire, dans le sens où c'est une technologie qui s'adresse à tout le monde, qui est pas limitée à un endroit, qui n'est pas sous une autorité de contrôle, où il y a une gouvernance qui est partagée, et un travail qui est collectif au sein de l'ensemble du minage et de l'ensemble du tissu économique de la blockchain au travers le monde. Et cette technologie est en mesure, lorsqu'on l'adresse correctement, lorsqu'on lui donne les capacités, et c'est ce qui va se passer cette année 2018 et les années à venir, elle est en mesure de porter cette masse monétaire. Cette masse monétaire mondiale de 18 milliards est tout à fait possible qu'elle soit portée par la blockchain dans son intégralité, sans casser les mécanismes traditionnels. C'est un peu ça aussi sur lequel je vais insister au sein de cette présentation. Et c'est aussi ce qui fait la particularité de Peculium, au contrario de beaucoup d'autres approches. Et nous faisons un pont entre les économies. Il n'est absolument pas question d'être dans une approche où on va révolutionner, on va transformer, on va changer, Non, il y a une technologie sous-jacente dans l'écosystème blockchain, et cette technologie permet de porter ce que l'économie traditionnelle porte dans ses mécanismes techniques d'aujourd'hui. Il y a des paradigmes qui changent en termes de gouvernance. Il y a une gouvernance qui n'est plus sous autorité de contrôle, centrale, et il y a un tissu d'acteurs qui s'est organisé au travers de ces dernières années. Mais il n'en reste pas moins que tout cet ensemble peut être amené à reconfigurer, et ce qui va se passer avec la régulation internationale et avec tous les efforts conjoints qui se passent aujourd'hui dans le monde, à trouver un point de régulation qui va permettre à cet écosystème de devenir un véritable acteur économique mondial et pas seulement une petite chose au sein de quelque chose de plus grand. Donc, cette technologie blockchain est en mesure de porter cette capacité d'épargne internationale, et elle est en mesure en plus de s'adresser à la particularité de chacun, c'est-à-dire de chaque pays, de chaque sous-ensemble, que ce soit l'épargne asiatique, l'épargne africaine, l'épargne d'Europe du Nord, l'épargne avec la gestion d'assets, assets pétrolières, assets, toute forme d'assets qui est baqué dans l'actif en gestion. Tous ces éléments, cette blockchain peut le porter. Donc, dans cette slide, on essaie d'apporter un peu un regard sur la nécessité de régulation qui est à notre sens une nécessité pour que l'écosystème marche, et c'est aussi pourquoi Peculium se positionne dans la maîtrise de la data. Il y a dans la slide suivante, il y a alors peut-être que je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints déjà. Alors, je découvre l'outil. Hein. Donc, très bien. Bonjour à tous. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. On entend. Hello, hello team.
Qui nous entend pas? Vous nous entendez? Monsieur Changa. Ouais. Ouais. Comment ça va? Un peu de retard? Ouais. No problem. Alors, est-ce que vous nous entendez? Très bien. OK. Donc, dans ce slide, si tu passes suivant. Ici, on a une petite analyse un peu de notre taux de fréquentation et de visite et d'intérêt qui est porté sur l'épargne dans le monde via des countries. Et on voit que l'Amérique latine, via l'Argentine, a été un des plus grands pays intéressés par Peculium au mois de janvier, février de l'année dernière. On a un site qui est extrêmement visité. On est à plus de 216 000 visiteurs uniques dans le mois. J'allais très vite. Hein. Après, on va rentrer dans vos questions-réponses. Aujourd'hui, le marché est un marché qu'on dit non régulé ou à régulation qui est en marche. On a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent à l'échelon international pour cadrer, avec une régulation qui se passe en Asie, une régulation européenne aussi, avec la France qui prend le devant pour réguler au mieux le rapport aux ICO, aux Initial Coin Offering, et la génération des tokens hein, pour le modèle financier de financement. Et il y a aussi un besoin qui est récurrent à cet écosystème, c'est le manque de visibilité, le manque aussi, c'est un peu le paradoxe de notre écosystème, c'est que la blockchain par excellence est quelque chose qui porte la transparence et qui porte le trust, parce que c'est l'élimination du tiers de confiance via un rapport de tiers, enfin un tiers de confiance qui est porté directement par les capacités techniques de la blockchain. Et derrière toute cette ingéniosité et toute cette capacité qu'offre la blockchain, et il y a une confiance qui n'est pas encore totalement arrivée à maturité. Il y a un manque crucial de confiance d'un point de vue monétaire, aussi d'un point de vue réglementaire, mais je dis que c'est quelque chose qui est en cours. Et ce manque de confiance, notamment dû à cette volatilité du marché, cette volatilité du marché. Et Peculium se positionne justement dans l'analyse de la data à apporter et à restaurer cette forme de confiance, à défendre via une analyse extrêmement précise des mécanismes invisibles, non
non détectables par une analyse purement humaine, et ce qu'on appelle un peu les patterns cachés dans la data, c'est-à-dire les liens qui ne permettent pas de distinguer quelle est l'action qui engendre tel ou tel phénomène, quelle est l'action qui permet de contrer tel ou tel phénomène. Et la data science qui sera apportée sur l'analyse de la data qu'on va mettre en œuvre va permettre d'identifier ces éléments qui vont permettre de recréer ce niveau de confiance qui est intrinsèquement lié à la blockchain et à l'écosystème blockchain dans ses principes de base, dans ses principes élémentaires, et qui a été perdu, qui ont été perdus, et qui ont été perdus énormément ces deux dernières années, du fait qu'il y a un engouement majeur généralisé sur la crypto par l'aspect profitabilité, gain de l'investissement, mais qui aujourd'hui porte un tort global à cet écosystème. Donc, suivant, encore. Ça, voilà, c'était comment cette volatilité qui est propre à cet écosystème. Et il y a aussi, bien sûr, une limite de liquidité. Comme je l'ai dit, la cryptocurrency, de manière générale, c'est quelque chose de très très petit par rapport à l'économie mondiale. Ça ne représente strictement rien à l'état d'aujourd'hui. Et sur beaucoup d'aspects, ça ne représente pas grand-chose. Nous sommes globalement entre 20 et 50 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est très 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 peu. C'est très 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 peu. La congestion même qui est posée sur les blockchains via cette population très petite est déjà en soi un frein à l'apport de liquidité. Donc il y a un problème sur la blockchain de manière générale, sur sa capacité à adresser 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard d'utilisateurs. Et c'est une problématique qui va être levée dans les prochaines années. Et les initiatives là-dessus sont pléthores. Il y a un manque de liquidité aussi du fait que l'accès à la crypto n'est pas encore généralisé. Il faut un parcours de combattant pour y accéder, il faut maîtriser la création des comptes, la gestion des comptes, la sécurité, tout un ensemble d'éléments. Et au-delà de ça, l'injection monétaire est quelque chose d'assez limité par rapport à la tuyauterie mondiale de l'économie mondiale. Donc, nous, ce qu'on essaye de porter au sein de Peculium, c'est l'introduction des mécanismes. Et ça, c'est vraiment, j'y insiste, c'est vraiment important, dans le sens où la technologie a fait ses preuves, sa maturité est là, les problématiques sont identifiées, elles sont connues, il y a énormément d'acteurs qui réfléchissent aux problématiques techniques, mais aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme qui permette à un acteur de l'économie traditionnelle d'entrer, d'utiliser et d'être dans une zone de confiance, d'usage dans la blockchain. Et c'est Peculium, dans toute sa mécanique de construction, c'est d'arriver à créer et à mettre en place ces mécanismes d'introduction. Donc, c'est la chose qui fait vraiment la différence par rapport à beaucoup d'autres acteurs. Nous allons tout faire, nous allons tout mettre en œuvre pour que l'introduction dans l'écosystème de la blockchain soit le plus facile, le plus sécurisé, le plus safe possible, que ce soit pour la gestion de son actif, pour la gestion de son épargne, pour la compréhension du marché, pour l'analyse qui est embarquée, parce que l'analyse qui va être fournie va être
la plus claire et la plus limpide qui puisse être, et par l'intelligence artificielle que nous allons développer. Parce que bien sûr, dans tout ça, dans tous ces éléments, une fois qu'on a bien travaillé la data, une fois qu'on a bien maîtrisé l'écosystème de la data, une fois qu'on a une parfaite lecture de la data, on peut poser des algorithmes qui vont révolutionner. Et là, vraiment, je parle de révolutionner, parce que jusqu'à présent, je vous dis, on introduit le mécanisme de départ, mais l'intelligence artificielle va révolutionner par. Pourquoi? Parce qu'elle va retirer, simplifier des actions qui sont d'une complexité énorme, à savoir comment prendre quelque chose qui vous est cher, votre économie, la conduire dans une période de temps vers un objectif, sans avoir à vous tracasser de comment elle va faire son parcours. Et ça passe par un travail algorithmique sur la data, une data science très très poussée, très très qualifiée, qui va permettre de sécuriser les fonds. Et donc, tout ceci pour vous dire que pour introduire un mécanisme d'épargne, il est nécessaire de maîtriser la data, de bien la connaître, de bien analyser, cartographier, hiérarchiser, poser la data science nécessaire, et pas n'importe quelle data science au sens où on l'entend aujourd'hui un peu dans la bouche de tout le monde, et faire émerger une solution qui va tirer le plus profitablement possible de cet amas de données. C'est ça Peculium. Peculium, quand nous on est arrivé sur le marché en septembre dernier, notre poste sur Bitcoin Talk, on l'a posé le 12 septembre, si ma mémoire est bonne. Entre le 12 et le 15 septembre, on a eu 120 pages de consultation sur le Thread. Et le 15 septembre, il a été supprimé. Et quand nous sommes rentrés, il n'y avait absolument aucune référence au sein de Bitcoin Talk sur l'analyse analytics de la data, sur l'artificial intelligence, c'est-à-dire l'algorithmie, et je fais toujours un distinguo très précis sur l'automatic machine learning, parce que beaucoup de gens parlent d'artificial intelligence, c'est très à la mode, mais l'automatic machine learning, l'analytics, et poser un mécanisme d'épargne. Nous, il n'y avait pas, il n'existait pas encore à ce moment-là. Tout ce qu'on voyait comme ICO, c'était la rupture technologique, de l'innovation sur une problématique précise de la blockchain, la réduction des nœuds d'étranglement, la rapidité d'exécution, le nombre de transactions qui est démultiplié, ou bien des moyens de paiement, comment on peut payer, tout un ensemble qui sont des usages nécessaires à l'écosystème pour grandir. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous étions les seuls et uniques à venir avec un mécanisme qui permet d'apporter une visibilité sur le marché, une projection de visibilité. Et ça a été notre force. Aujourd'hui, tout le monde parle d'artificielle intelligence. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir 200, 300, 400 SEO qui parlent de cet écosystème. Mais notre roadmap, telle qu'elle a été écrite le premier jour où on a posté, jusqu'à présent, n'a pas changé dans sa méthodologie d'exécution. Tout ceci pour dire que Peculium, c'est l'introduction du mécanisme d'épargne dans une maîtrise de la data et en apportant une solution et une intelligence artificielle, donc AI, qui va permettre d'assurer et de sécuriser l'investissement en retirant le maximum de problématiques, d'interrogations qu'un individu peut avoir lorsqu'il prend 1 euro
et qui veut l'emmener pour financer sa retraite dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, enfin, quelle que soit la timeline dans laquelle il est engagé. Et je défie quiconque aujourd'hui qui peut dire que lorsque je mets de l'argent de côté, c'est pour les perdre. C'est impossible. Lorsque vous prenez l'initiative de dire je vais épargner, c'est parce que vous avez besoin d'obtenir quelque chose au terme de cette intention formulée. Et c'est ça Péculium. C'est comment sécuriser vos plans d'épargne individuels et présenter des mécanismes. Et là, je vais rentrer un peu plus dans les mécanismes. Si on peut aller à la page. Alors, on est à la page 18. Voilà. Donc, alors, comment se passe cette sécurisation? Quels sont les outils qui vont être mis en place pour permettre de sécuriser et d'apporter cette clairvoyance dans le marché? Je vous ai parlé de l'analyse de la data, je vous ai parlé de la couche artificielle d'intelligence qui va permettre et qui va réaliser les actions de sécurisation. Je vais vous parler maintenant des smart contracts qui vont vous faire comprendre comment va marcher Péculium dans les mois et les semaines à venir. On a 3 smart contracts. On a le smart contract Singulus, le smart contract Alterus et le smart contract Solidus. Le Singulus est un smart contract qui est dédié aux individus. C'est-à-dire chaque personne peut venir sur la plateforme, s'inscrire ou souscrire à un smart contract Solidus et Singulus, et il va paramétrer, configurer la manière dont le smart contract qu'il va lancer va gérer son propre plan d'épargne. Un smart contract va faire des positions sur un ensemble de paramètres et il va réaliser ses positions sur un ensemble de cryptocurrencies qu'il y a sur le marché. Alors, qu'est-ce que ça suppose en amont? Ça suppose 2 choses. L'une, c'est de définir et de comprendre ce que c'est que les paramètres. Vous pouvez lancer votre smart contract sur un paramètre de durée. Je veux 1 mois, 1 semaine, 1 an, 2 ans, 3 ans. La durée que vous souhaitez. Deuxième chose, c'est la récurrence de votre abonnement. Est-ce que je veux mettre 10 € par mois, 15 € par mois, 25 € par mois, etc., etc., etc. Il n'y a pas de limite. Ça aussi, ça nécessite de définir dans quel secteur on souhaite investir. Il est tout à fait normal, et c'est ça la transparence qui est apportée par la blockchain, et non dans l'introduction des mécanismes d'épargne, c'est que la segmentation du marché va vous permettre de cibler quel est l'investissement que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez investir dans l'écologie, dans l'énergie verte, dans l'high-tech? Parce que voilà, peut-être vous souhaitez soutenir l'innovation technologique, etc., etc. Donc cette segmentation du marché va vous permettre d'orienter dans quel sous-ensemble votre investissement est fait. Et ça peut être aussi territorial. Vous préférez investir en Asie, vous pouvez investir dans Europe centrale, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique. Donc, c'est la configuration de votre smart contract. Derrière, ça sous-entend que le marché est analysé, il est cartographié. Les acteurs sont identifiés, ils sont parfaitement soumis à une règle de lecture pour déterminer quel est le niveau de confiance d'investissement qui va permettre d'être posé sur tel ou tel ICO, tel ou tel acteur, telle ou telle
initiative, tel ou tel projet au sein de la blockchain. Et cette segmentation du marché va vous permettre de qualifier votre smart contract. Et à la fin du smart contract, donc une fois qu'il rentre, vous avez dans Singulus la possibilité, soit vous-même de gérer les positions et d'avoir vous-même à établir les préférences de position avec la prise de risque, le niveau de risque, etc. Mais vous avez la possibilité de demander le conseil de Eve, donc le forecasting que va faire l'artificielle intelligence. En demande, vous pouvez avoir une réponse immédiate, une lecture totale du marché pour vous dire, bah oui, il est préférable de mettre dans telle monnaie, préférable de mettre dans tel projet, où il y a une SEO qui est prometteuse parce que la team derrière est à la hauteur du challenge, etc., etc., etc. Et à la sortie du smart contract, vous récupérez vos fonds avec le rendement qui est alloué. Et en fait, c'est un contrat que vous gérez qui a en parfaite autonomie. Il vous appartient. Il appartient à celui qui l'exécute. Il ne fait que demander à Eve du conseil en demande. Ce même contrat est adressé aux autorités, aux institutions, tout ce qui est institutionnel. Qu'est-ce que ça implique derrière? Ça implique par exemple de pouvoir permettre de mettre en place des plans d'épargne nationaux. Il est possible que, on prend n'importe quel pays au travers le monde, de prendre le smart contract Alterus et de dire, eh bien, je vais l'adapter aux contraintes économiques de mon pays. Je vais paramétrer, configurer les règles du ministère de l'économie, leurs règles de rémunération, leurs règles de sortie, les règles d'entrée, la manière dont tous les paramètres qu'aujourd'hui un fonds d'épargne est amené à gérer. Donc ce smart contract Alterus va intégrer un peu plus de contrats de variables que le Singulus, et il est à la destination des B2B, enfin, des corporates, des institutions et bien sûr des autorités qui souhaitent inscrire leur pays dans l'écosystème de la blockchain. Et c'est un smart contract qui est sous délégation de gestion et sous délégation de responsabilité. Et encore là, il est possible de demander à Eve le forecasting et le conseil sur les positions. Donc ce conseil-là peut être toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, tous les jours, toutes les heures, et c'est vraiment quelque chose qui est à l'appréciation du contrôleur de gestion, du directeur de gestion du smart contract. Et puis vient le smart contract Solidus. Smart contract Solidus est un smart contract qui est en totale gestion par l'artificielle intelligence. C'est-à-dire vous définissez des paramètres d'entrée, vous réglez les paramètres qui vont vous permettre de satisfaire votre volonté d'épargne, que ce soit un individu ou une corporate. Il y a un niveau de sécurité qu'on gère. Est-ce que je veux un contrat Solidus extrêmement actif ou extrêmement sécurisé? En fonction de ce que vous avez paramétré, elle va exécuter les ordres. Elle va exécuter et elle va sécuriser et conduire votre épargne de manière sécure au travers du temps que vous lui impartissez. À savoir si vous lui donnez une semaine, un mois, un an, 10 ans, etc., etc. Donc voilà les 3 smart contracts qui permettent de gérer l'épargne en s'appuyant sur la puissance et les capacités de l'intelligence artificielle AI. Ce qui est à noter dans cette brève présentation, c'est que on s'adresse bien sûr à vous tous investisseurs,
qui nous ont suivis dans le cadre de l'ICO. Aujourd'hui, dans cette cadre de session, on s'adresse aux acteurs économiques, qu'ils soient corporate, entreprises, que ce soit institutions, que ce soit des gestionnaires de fonds, ou même, et surtout, enfin, je ne sais pas comment dire, au fonds d'épargne classique, pour leur dire, ces smart contracts sont à votre disposition pour rentrer dans l'écosystème blockchain. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas indispensable qu'il y ait une totale maîtrise de la blockchain ou même déployer sa propre blockchain, comme les initiatives de certains grands groupes pour leur permettre de déployer leur modèle économique. Voilà. C'est toujours une problématique aujourd'hui, c'est comment déployer son modèle économique dans un écosystème qui a des règles de gestion qui sont aux antipodes d'un modèle économique classique. Il n'y a pas d'autorité de contrôle, il n'y a pas d'autorité centrale, etc., etc. Non. Ça passe par l'analyse du marché, la maîtrise de la data et une intelligence artificielle qui est forte avec des outils de smart contracts, donc des contrats intelligents qui vont courir et qui vont répondre aux paramètres d'entrée de votre modèle économique, enfin, du modèle économique de l'entreprise ou du fonds en gestion sur la question. Bruno nous a rejoint, merci. Bruno, c'est notre project manager, c'est un ami de très longue date avec qui je travaille depuis très très longtemps. On est des enfants de la data. On a vécu dans ça. On a conduit quantité de projets sur comment permettre à une entreprise de prendre les bonnes décisions. C'est ça, hein, ça a été ça notre métier, avec tout ce qui s'ensuit hein, derrière comme méthodologie, comme process, comme technologie. On a traversé des années au travers d'outils techniques qui ont répondu à chaque période à des problématiques, qui ont adressé des problématiques courantes du moment, enfin de l'époque. Aujourd'hui, le monde de la data est un monde qui a subi une mutation majeure, une mutation comme a pu le connaître le monde de l'Internet, de manière générale, il y a une vingtaine d'années. Les entreprises, les plus grandes, même l'ensemble du tissu économique a eu un rapport à la data au travers de ces dernières décennies sur comment j'enregistre, comment j'emmagasine la problématique que j'adresse. C'est-à-dire, voilà, c'était beaucoup pendant les 10 premières années, 15 premières années, ça a été comment stocker le travail que fait mon entreprise. Donc voilà, si je vends des vêtements, il faut une base de données qui va stocker le truc. Si je vends des téléphones, il faut que je stocke mon téléphone, enfin mes modèles, mes produits, etc. Si je vends, je travaille pas mal de temps chez un jeune qui est une des grandes entreprises dans le monde. C'était comment adresser ma trajectoire commerciale au travers de ma force commerciale, tout en accompagnement et transformation digitale qui passe d'un modèle d'imprimerie classique à un modèle digital online. L'ensemble de l'écosystème a toujours été confronté pour un certain temps, à emmagasiner la donnée et à pouvoir travailler dessus. Puis, cette donnée est devenue beaucoup trop importante
et est né ce qu'on a appelé le big data. Voilà, de toute façon, il y a toujours autour de data, il y a toujours des adjectifs, big data, data science, data analyse, data analytics, et tout ça c'est de la data. Tout ça c'est le cœur de la chose, c'est toujours la donnée, c'est toujours la data. Et il y a une métamorphose complète qui s'est opérée depuis 2010 avec l'arrivée de nouvelles technologies, de nouvelles approches, de nouvelles méthodes de stockage, de nouvelles méthodes d'analyse, de nouvelles méthodes de processing de data. Et tout ceci s'est fait en parallèle de la naissance et de la croissance de cette blockchain aujourd'hui qui est en train d'apparaître aux yeux de tous et qui est une autre forme de data, mais avec une approche qui est totalement différente de ce qui a été connu aujourd'hui. Et Peculium aussi, c'est la jonction de ces deux. C'est la maîtrise de la capacité d'analyse de data, donc tout ce qui tourne autour de la data, que ce soit la méthodologie du projet, la méthodologie d'analyse, le processing, enfin, l'ensemble de ce qui tourne autour de la data, et la maîtrise de cet écosystème peer-to-peer qui a donné naissance à la blockchain. Donc ça, derrière cet écosystème blockchain, il y a énormément de choses, que ce soit en développement, que ce soit en rapport à la communauté, quelque chose qui est extrêmement important. C'est un écosystème qui s'est construit dans une lutte constante. On a lutté de manière constante depuis 10 ans. Je suis dans ce milieu depuis 2010 et de manière constante, on a lutté. Et on apparaît aujourd'hui, mais les années ont été très, très, très dures, extrêmement dures, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Tout ça, ça a été des années où il a fallu faire preuve de beaucoup de ténacité et de beaucoup d'abnégation pour qu'aujourd'hui, ça apparaisse comme une évidence, comme quoi cette blockchain peut être quelque chose qui va permettre à l'économie mondiale de demain de prendre une nouvelle forme d'expression. Bon, moi je parle beaucoup. Je parle énormément. C'est pour ça qu'il ne faut pas me laisser parler. Si vous avez des questions, alors. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui n'ont pas d'utilité réelle, bien que le projet décentralisé qu'il sous-tend soit justifié et innovateur. Quel est le rôle de PCL dans le projet Peculium? Pourquoi introduire une nouvelle monnaie? Bien, une monnaie, elle a deux objectifs généralement. C'est soit de proposer un usage, une utilité, soit de devenir quelque chose qui vous appartient. C'est-à-dire quelque chose que vous aurez en gestion ou alors qui gère quelque chose qui vous appartient, un actif. C'est pour ça qu'on fait généralement deux distinguos, utility, security. L'utilité qu'il y a derrière le PCL, c'est de pouvoir utiliser Eve et de pouvoir demander et consulter les conseils que peut vous apporter Eve dans votre investissement. Il permet aussi de payer les frais de sortie des smart contracts et ça permet aussi, lorsque vous avez un smart contract service qui tourne, lorsque Eve réalisera des positions qui sont successfully, de percevoir les frais de gestion, les frais de position en PCL. Donc c'est une monnaie, le PCL est une monnaie d'utility pour l'usage des produits de Peculium. Voilà. Ça a été clair.
Peut-être que je reçois sur Telegram. Souvent, j'entends sur Reddit, je pense sur beaucoup d'autres endroits, que le marché des cryptos est totalement imprévisible. Les gens annoncent pas en avance sur Internet leurs actions, balancent entre faux et FOMO en permanence. De plus, les gros investisseurs manipulent le marché. Tout ceci est-il réellement rationnel ou prévisible? La volatilité à laquelle on assiste, ça vient pas comme ça. La volatilité, l'irrationalité, la manipulation, enfin tous les éléments du marché, c'est pas quelque chose qui sont arrivés il y a 3 semaines, il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est des process qui sont là depuis que les premiers échanges sur les forums Juarez, Inter pour payer telle action, etc. Enfin, les premiers usages du Bitcoin au début ont fait naître les premiers des mécanismes qu'on connaît de la volatilité. Maintenant, la question, c'est, oui, les gens, ils lancent des alertes, mais chaque alerte qui est lancée, elle est condensée à la manière dont la personne perçoit et analyse le marché. Il n'y a pas aujourd'hui d'outils qui permettent de dire l'analyse, elle est complète, elle est 360 degrés. Il n'y a pas d'analyse sur les clés, sur les mouvements de clés, sur les cycles de clés, sur les blocs en cours, il n'y a pas d'analyse quantitative, il n'y a pas d'analyse qualitative, il n'y a aucune analyse sur la data qui n'est faite aujourd'hui dans cet écosystème. Et c'est de la donnée qui est extrêmement pure. Alors forcément, les gens, quand ils ont vu que en faisant telle action, ça manipulait le prix, alors ils s'en privent pas. C'est un racket total qui a été fait entre décembre et aujourd'hui. Un marché qui arrive à 300, 400 milliards et qui monte jusqu'à 800 milliards pour redescendre à 200 milliards, je suis désolé, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Si c'est pas un racket généralisé, je sais pas ce que c'est d'autre. Et il n'y a pas d'autre solution que la maîtrise parfaite de la data pour arriver à lutter contre cette volatilité. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas. Les gens qui vous poseront des algorithmes, c'est des algorithmes de prédiction. Il n'y a pas, s'il n'y a pas une data science profonde qui est posée sur les mouvements, sur la gestion des clés, sur la gestion des mouvements, sur les acteurs qui font les mouvements, sur les cycles des mouvements, eh bien, la volatilité existera toujours. Et c'est le gros problème du régulateur aujourd'hui, que ce soit des régulateurs américains, français, européens, asiatiques, c'est qu'ils n'ont pas d'outils qui leur permettent de pouvoir bien comprendre ce marché. Et c'est un marché petit. Il faut pas, c'est un petit marché. La data en elle-même, elle ne représente pas énorme. Je veux dire, une data à la bourse de Nasdaq, une journée de data à la bourse de Nasdaq, c'est peut-être 6 mois de data dans la blockchain. c'est strictement rien. Mais ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'acteurs qui disent, nous, on va vous permettre d'analyser ce marché. Ah oui, donc forcément, la volatilité et les manipulations prennent le pas. Mais on va y arriver. Ça, je vous en fais. On n'est pas parti à la guerre sans avoir gagné la bataille. On va y arriver. Et c'est Picilium qui le sort. C'est un phare. Très bien.
Le président Monsieur Macron a donné une interview la semaine dernière concernant l'intelligence artificielle et souhaite développer et aider les entreprises françaises de ce secteur. Qu'en pensez-vous? C'est combien de fois on va rater des virages? C'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une nécessité. La France fournit les meilleurs cerveaux et les meilleurs cursus. La maîtrise de la data, je vous dis, un business object, un des outils décisionnels des années 2010, enfin de 2000 jusqu'à 2010, c'est des Français. C'est des Français qui vont. Et ça a révolutionné le rapport à la décision, à l'aide à la décision. Il y a une multitude d'exemples comme ça. Et je pense que c'est une nécessité. J'ai pas d'autre. Sinon, voilà, écoutez, dans l'intelligence artificielle et l'algorithmique qui va avec, que ce soit en recherche fondamentale, en recherche expérimentale, en capacité de calcul, c'est-à-dire sur quoi elle va être posée, cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle va être tout un ensemble de questions techniques. Si la France ne prend pas le pas, ça sera l'Allemagne, ça sera les US, et ça a déjà commencé. Les Chinois, ils ont énormément d'avance. On est sur du quantique aujourd'hui, on est sur des problématiques quantiques, on est sur énormément de choses. Et en plus, l'intelligence artificielle, elle est présente partout. On ne se rend pas compte. Elle est présente dans votre mobile, dans votre voiture, même dans l'algorithmie qui accompagne aujourd'hui la digitalisation du web. Et c'est énormément d'algorithmes qui apprennent à connaître votre méthode de navigation, vos méthodes d'achat, vos méthodes c'est extrêmement présent. Mais maintenant, il faut un écosystème pour rendre ça le plus performant qu'il soit. Eve pourra-t-elle donner des pronostics sur du fiat? Les prédictions d'Eve, ça se fait sur 1 heure, 1 semaine. Cette durée de prédiction évoluera-t-il avec le temps, étant donné que c'est des deep learning? Aujourd'hui, Eve sera sur un ratio de 15 minutes, 30 minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une intelligence artificielle qui est très jeune. Elle commence, elle est très puissante. Je peux vous assurer que dans les quelques jours qui viennent, vous allez en entendre parler. Je laisse la parole à Abed pour lui-même vous l'annoncer, mais vous allez être agréablement surpris dans les prochaines semaines, très très vite. Elle est très jeune, elle va emmagasiner, apprendre, comprendre, grandir. Et oui, aujourd'hui, je vous le dis, l'écosystème de la blockchain, c'est, je sais pas, 700, 800 téra de données. Allez, si on va très très loin, c'est 1000 téra de données. Mais en 2018, ça va passer à 10 000 téra de données. En 2019, à 100 000 téra de données. Mais on est là au début. Donc, je peux vous assurer que Eve de 2019, elle sera unique. Déjà, elle est unique aujourd'hui, mais elle sera unique. Sur le Fiat. Ouais, sur le Fiat. C'est pas vraiment. Sur le Fiat, c'est pas vraiment notre ambition, notre objectif. On travaille essentiellement avec des portefeuilles en crypto-monnaie. Depuis le départ, la question a toujours été de relier les deux mondes économiques, donc le monde traditionnel, celui qu'on connaît, avec la monnaie fiduciaire.
L'inconnu, c'est la blockchain, c'est les crypto-monnaies. Et on va travailler essentiellement sur l'inconnu. La monnaie fiduciaire, c'est pas là-dessus où on va s'inscrire aujourd'hui. Mais l'avenir nous dira. On n'engage pas toutes les batailles à la fois. On commence par celle des crypto-monnaies, celles sur lesquelles, en posant un travail d'analyse et de compréhension, avec une donnée qui est plutôt claire, compréhensible, complète. C'est le cas aujourd'hui des données de la blockchain. On peut s'appuyer dessus pour faire de la prédiction et pour faire du conseil. Pour tout ce qui est monnaie fiduciaire, les monnaies fiduciaires sont gérées par des États. Les monnaies fiduciaires sont gérées par les pouvoirs, des choix, des orientations politiques, géopolitiques, et c'est pas toujours prédictible, ainsi de suite. Des fois, il y a une volonté de changer les choses, il y a une volonté de prendre des décisions, et cette volonté, elle est écrite nulle part. Donc, on la voit juste arriver, et puis c'est tout. Donc, aujourd'hui, sur ce qui est fiat, on se positionne clairement pas là-dessus. On est en complément. On arrive en disant, vous qui gérez le fiat, nous, on vous propose d'entrer dans la blockchain avec une aide qui s'appuie sur une très très bonne connaissance de ce qui se fait dans le monde de la blockchain. Donc on relie les deux mondes. C'est clairement ça notre positionnement. Les questions relatives au fiat, on verra. Déjà, on fait naître Eve, on la fait grandir, on lui donne la maturité, on lui donne la possibilité de voir de plus en plus loin, en avant, en arrière, donc regarder derrière pour pouvoir comprendre ce qui va arriver demain. Et la question du fiat arrivera un peu plus tard dans notre trajectoire. Mais c'est ni exclu ni inclus. En tout cas, nous y sommes pour aujourd'hui. Non. Voilà. C'est un univers à part entière. Ouais. La crypto, il y a 2000 monnaies aujourd'hui et il y a un travail énorme. Il y a un travail énorme. Donc, et derrière, il y a une réalité économique derrière chaque monnaie. Et cette réalité économique, il faut la maîtriser, il faut la connaître, il faut l'appréhender, il faut l'analyser, il faut la cartographier, et donc la noter. Et ça demande je pense, à se focaliser dessus. Se lui rendre justice, à mon sens. De ne pas s'éparpiller. Alors, la crise actuelle est-elle prétendue bulle qui devrait éclater et donc asseoir le marché ou c'est dû à autre chose? Ouais, c'est très large hein, comme question. La crise actuelle, et moi je l'ai répondu tout à l'heure, je ne vais pas réemployer des mots durs comme tout à l'heure. La crise actuelle est classique. Elle est classique. C'est triste. Mais il faut que ça s'arrête. Voilà. Mais la crise actuelle est aussi due à la taille du marché. Parce que, comme disait Rachid tout à l'heure, on est sur un marché qui, comparativement au marché du fiat, est un petit marché. Ce qui signifie que le moindre mouvement peut être ressenti comme un très gros mouvement. Et c'est le cas. Et donc, quand on a des très gros mouvements sur un petit marché, ça fait très très mal. Donc, plus il y aura d'acteurs, plus il y aura d'arrivants sur ce marché-là, plus les gros acteurs se retrouveront comme étant des gros acteurs parmi d'autres gros acteurs. Et c'est un peu ce qu'on essaie de créer, hein, c'est de créer la possibilité d'avoir des acteurs qui ne sont pas forcément crypto-addicts, ainsi de suite, d'y arriver et de proposer quelque chose de différent. Et pas qu'on laisse ce marché à des acteurs qui agissent dans l'ombre et qui sont pas forcément au bénéfice de tout le monde. Question suivante. Concernant Eve, pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Déjà, elle va arriver très vite. La version alpha du mois de décembre a montré dans sa phase de test et d'initiation une capacité qui était déjà assez extraordinaire.
Nous étions arrivés sur une projection de l'ordre de 8,8% d'erreur sur 15 jours. Ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis Abed Ajraou nous a montré le forecast de 30 minutes via la vidéo que je vous invite à regarder et qui montre la perspicacité du forecast à 30 minutes. Et depuis, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré très très bien même. Je ne donnerai pas de chiffres. Je ne donnerai pas de chiffres. Je laisse à Abed faire son announcement, qui va être très rapidement. On a prévu un webinaire auquel vous avez tous à venir, qui est le 15 avril prochain, qui est déjà booké, et qui va être un showcase de Eve. Vous allez découvrir Eve dans une démonstration. Voilà. Pour quand sera la bêta? Alors la bêta de Eve est annoncée pour fin mai. On va faire un showcase à partir de mi-avril, fin mai, mi-juin. Donc la date n'est pas arrêtée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipe en charge du développement de Eve travaille d'arrache-pied. Vraiment, c'est du 7 jours sur 7, 20 heures par jour. Et c'est une équipe talentueuse, extrêmement passionnée, et en plus dirigée par Abed. Et je ne vous présente pas Abed, hein. C'est notre directeur de projet, hein, sur Eve. Et donc c'est une équipe qui travaille d'arrache-pied et qui ont permis à Eve de devenir très costaud, très solide. Maintenant, un projet, c'est un projet. Un projet, il y a l'implémentation, il y a la sécurisation, il y a des phases de projet qui ne concernent pas uniquement le côté du cœur du sujet. Donc, il faut sécuriser le site web dans lequel on va la poser. Il faut énormément de travail. Et donc ça va prendre un certain nombre de temps pour arriver à vous présenter une bêta qui est opérationnelle, fonctionnelle, et qui va déjà surprendre le marché. Et donc, ils travaillent 7 jours sur 7, ils ne dorment pas. Ils sont au taquet. Et que ce soit côté NLP, côté Big Data, côté algorithmie, côté processing data, côté benchmark, test, montée en charge, toutes les phases du projet, ils sont dessus 7 jours sur 7. Mais en même temps, pour vous présenter un projet et pour vous présenter une solution qui est forte, là, c'est nécessaire d'attendre un peu. Comment se déroulera l'option de 1 et 5 PCL? Oui, donc, ce qu'on a voulu montrer sur le site, c'est qu'il y a 3 offres. Une offre premium, une offre business et une offre d'entrée. Le pricing de 1 à 5 PCL, ou de 5 à 10, ou de... C'est un pricing, et vous verrez qu'il y a une astérisque qui indique que nous allons fournir une analyse, enfin une offre tarifaire qui va tenir compte de l'ensemble des paramètres. Donc, je ne suis pas certain que ça soit 1 ou 5 CL le forecast, ou ça peut être 2, ça peut être 10, ça peut être, etc. etc. Donc, il y a 3 offres, il y a 3 niveaux d'offres, comme il y a 3 smart contracts. Il y a le premium, le business et l'offre d'entrée. Il y a le forecast qui est accessible, c'est un nombre de forecasts à la journée, à la semaine, etc. etc. Mais nous allons mettre la grille tarifaire
sur le site dès que nous aurons consolidé l'ensemble des coûts inhérents au sujet. La régulation du marché peut-elle être bénéfique à Pécunia? On n'a jamais été contre la régulation. On a toujours même pour. Donc la régulation du marché, on ne la vit pas comme une angoisse ou une difficulté particulière. Bien au contraire. C'est une nécessité. C'est une nécessité, ça permet d'installer des choses, ça permet d'être au clair. Vous êtes dans un pays, vous êtes régi par les lois d'un pays qui ne dit pas de régir ce que vous faites, vous vous conformez à ça et puis c'est tout. Maintenant, le législateur, bien sûr, c'est un partenaire, on le voit comme tel, on ne le voit pas comme un adversaire. Il faut qu'il tienne compte de tout. Donc, on est sur des activités naissantes. Il y a pas mal de recherche et développement. Il y a pas mal d'activités, peut-être qui vont produire, peut-être qui vont pas produire. Donc, il ne peut pas, lui, régulateur, se comporter comme sur une industrie qui est installée, qui marche bien et où tous les coûts sont maîtrisés. On est sur de l'innovation. Et donc tout ça, c'est à voir avec le régulateur. Alors les régulateurs, parce que les pays étant distincts, chaque régulateur peut aborder les choses selon son point de vue. Les pays développés, ils ont une approche, les pays en voie de développement, ils en ont sûrement une autre. Chacun des régulateurs gérera les choses à sa sauce. Aujourd'hui, on voit bien que des États dits développés se comportent de façon très différente vis-à-vis des ICO, se comportent de façon très différente sur les cryptocurrencies. Bon, il faut juste que le cadre soit posé et qu'il soit expliqué. Voilà. Personne n'a envie d'être dans l'illégalité, dans une situation où il ne sait pas si son entreprise va pouvoir continuer dans 2 jours, dans 6 mois. Oui, il est important que le régulateur fasse ce qu'il a à faire, mais chacun son travail. Je prends toujours pour image le code de la route. Il y a des voitures dans chaque pays du monde, il y a des routes dans chaque pays du monde, et il y a un code de la route dans chaque pays du monde. Et le code de la route, eh bien voilà, n'importe qui peut conduire à contresens, n'importe qui peut griller un feu rouge ou faire une infraction. Et pourtant, c'est un code qui est international, qui permet de réguler la circulation à travers le monde. Et, alors que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et ça arrive. La même chose, la blockchain, c'est un écosystème sans autorité centrale. C'est un écosystème qui est décentralisé, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un code de la route internationale sur la blockchain. Il n'y a aucun contresens. C'est une suite logique. C'est une approche technologique qui répond à un besoin d'aujourd'hui. Et il est absolument vital que chaque pays puisse travailler sur cet écosystème sans perdre ses acquis. Il ne peut pas y avoir de dispersion fiscale, de perte fiscale, de perte de rentrée d'argent. C'est pas. Un pays a besoin de ça pour vivre. C'est une nécessité. C'est tous en France, voilà. C'est l'écosystème, la politique générale qui est appliquée est au service du citoyen. Et aussi, voilà. Et la régulation doit venir, c'est une nécessité. Et c'est un code de la route internationale de la blockchain sur comment se comporter. Donc, ça doit réguler les acteurs de la blockchain, ça doit réguler le rapport à l'investissement, ça doit réguler le rapport à l'entrée et sortie de l'invest, etc. Et après, tout le monde appliquera le code de la route. Celui qui enfreint, il enfreint. Il doit avoir des sanctions, comme dans toutes les règles. Toutes les règles, quoi. Ça ne peut pas rester un écosystème non esclave.
qu'est-ce qui fera monter la valeur du PCL? Alors, dans la trajectoire fondamentale du PCL, il y a 3 leviers. Il y a une traction projet. La traction projet, c'est notre moteur, c'est Eve, le paiement de Eve, du forecast de Eve, la pertinence du forecast, quelle que soit la plateforme dans laquelle la personne possède ses fonds, elle peut aller chercher le forecast qui est le plus juste pour sortir ou rentrer ou faire des positions, etc. Quel que soit l'échange, quelle que soit la position. Il y a aussi le fait que en permanence, quand un smart contract tourne, eh bien, les frais de position sont perçus en PCL, c'est-à-dire que vous avez un smart contract avec 1000 € dedans, et il y a eu 15 positions qui ont été faites sur une semaine. Sur les 15 positions, vous en avez 5 qui sont positives. Et bien sur les 5 positives, si par exemple c'est un smart contract qui gère des Ethers ou qui gère du Bitcoin, eh bien le smart contract va racheter du PCA dans le marché. Donc en permanence, le smart contract va entretenir le rachat des gains de position sur le marché. De la même manière, quand on sort un smart contract, on sort bien sûr avec les gains, l'individu sort avec les gains qui sont liés au smart contract. Et les frais de sortie seront perçus par Peculium du smart contract, et il y a une politique, il y a un mécanisme qui va faire qu'on va faire un ensemble un ratio de rachat en PCL et un ratio en crypto-monnaie. Voilà. C'est à 3 niveaux. Que ce soit Eve, l'ensemble des actions de Eve sont payées et seront payées en PCL. Et les smart contracts, les frais de position et les frais de sortie seront perçus, payés par le PCL. Je vous invite à aller sur le site internet, à vous inscrire sur le Financial Analysis et de vous rendre à la page de l'analyse fondamentale du PCL pour comprendre la trajectoire du PCL. On est sur un ratio de 1 à 10 sans effet de marché. Donc une analyse fondamentale, c'est on prend un token comme il est à l'état actuel et comme il sera dans un comportement de projection sur une période. Donc là, on a fait une période jusqu'en 2020, je pense, de mémoire. Et nos partenaires Accuracy vont faire une explication de texte très détaillée sur la trajectoire du token et sur l'analyse de comment se comporte le marché. Alors, Eve est donc votre force de frappe dans cet univers. Pouvez-vous nous donner un exemple simple et concret, une simple personne qui a acheté des Peculium, merci, et qui veut épargner sur Eve? On est combien aujourd'hui? Le 4. Patientez 11 jours. 11 jours! Et vous verrez, je vous l'assure. Avez-vous des dates officielles pour l'utilisation d'Eve pour les possesseurs de Peculium? À la sortie de la bêta, la grande question aujourd'hui, pour nous, d'un point de vue projet, pour vous tenir informé, c'est la sécurisation. On est en train de sécuriser, la plateforme sur laquelle sera Eve. Donc, on va faire un ensemble de tests, une panoplie de tests, rien ne sera laissé au hasard. Et donc, lorsqu'on aura un go test favorable, un final test avec l'ensemble des critères qui sont ouverts, la bêta sera ouverte. Et ça va être assez rapide. Sachez qu'on a fini les CO le 24 janvier. 24 janvier, ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Des gens qui ne dorment pas, qui travaillent nuit et jour. Donc, normalement, dans un roadmap produit classique,
moi, je mets une pression monstrueuse. Je pousse, et j'en suis désolé à mes collègues. Mais normalement, un produit comme ça se livre en 10 mois à 12 mois de travail intense. Nous, on va livrer une bêta d'ici le mois de juin. Et je pense que c'est une prouesse. C'est une prouesse. Et j'en tiens vraiment là, publiquement, à féliciter toute cette team qui est formidable. Et qui travaille d'arrache-pied sur le sujet. Avez-vous prévu de notifier en langue française concernant les choix que nous propose sur les futurs marchés d'investissement pour une meilleure appréhension? Et pour pas anglophone, ça serait utile pour moi, pour d'autres. Ah non. Oui. L'ensemble sera en multilingue. Toutes les langues du monde seront portées. La version 1 sera anglophone. Elle sera suivie très rapidement par la francophone. Et puis après, en chinois, japonais, russe, espagnol, arabe, portugais. Et après, on entrera dans les langues. Ça, c'est les langues à dimension internationale. Après, on entrera dans les langues à dimension nationale, donc le vietnamien, le coréen, le danois. Sachant aussi que, comme on parle français plus facilement que le reste, le support est naturellement francophile. Et donc, à la moindre difficulté, vous avez toujours le support qui peut vous assister si jamais les indications, ainsi de suite, sont pas claires. Évidemment, on peut pas. Je comprends la question. On va démarrer avec l'idée d'avoir une exposition plus grande que l'écosystème parlant français, mais on va pas oublier de revenir, de parler français sur elle. Ça, c'est sûr. Ayat Ramzi qui me demande si on peut encore acheter des PCL. Donc le marché primaire du PCL est réservé à 2 types d'investisseurs. Donc c'est l'investisseur institutionnel. Il est plafonné à un minimum d'achat de 100 000 euros. Et le second type, la seconde typologie d'investisseurs, c'est les big investors, les grands investisseurs. Et non, le plafond est à 10 000 euros. Le marché secondaire, donc les exchanges, le PCL est acheté. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la chute, il doit être très très bas, très bon prix. Il ne faut pas hésiter à acheter là-bas. Il ne faut pas hésiter, c'est le moment, parce qu'une fois qu'il va monter, ça va être difficile. Donc, le marché est en sang, le marché, de manière générale, est en sang depuis 3 mois, 4 mois. Le PCL, avec 25 jours de fermeture de trading, de manière totalement injustifiée, donc je n'ai pas d'explication à vous donner là-dessus, arrive à se maintenir de manière très très efficace par rapport à la chute qu'a connue l'Ether ou le Bitcoin. Faites les calculs. Entre le prix d'achat du token avec les bonus, le montant que vous avez investi en crypto et ce nombre de crypto à la valeur constante aujourd'hui, il est à combien? Et le PCL, à combien il est? Donc c'est une règle de calcul qui se calcule assez facilement. Mais on a un maintien. C'est très difficile parce que il faut que le marché reprenne, il faut que les gens aient la volonté de réinvestir dans les ICO, parce que quand les coins commencent à baisser, donc les grosses monnaies, le réflexe des investisseurs premiers sur le second marché est de retenir leur investissement, et on assiste. C'est pour ça que le PCL se bat tant bien que mal
tant bien que mal dans le marché. Bon, après, je pense que vous avez tous une analyse critique hein, sur le sujet. On a la chute du marché entre décembre et aujourd'hui a généré peut-être 1000 coins en moins qui ont été délistés de manière définitive. Donc c'est 1000 projets hein, derrière. On parle de tokens, mais derrière chaque token, c'est un projet. C'est une équipe, c'est une énergie, c'est quelque chose de. C'est quelque chose. Et bah, voilà, ça a été difficile pour eux, ça a été difficile pour tout le monde. Il y a eu une hémorragie totale. Voilà. Mais oui, pardon, pour répondre à Yad Ramzi, le marché secondaire, le token est très très bon prix. Vous avez Radar Relais. On a un exchange aujourd'hui en Chine qui s'est ouvert la semaine dernière. IFBTC, IDEX, EtherDelta, c'est un ensemble de plateformes extrêmement faciles d'accès dans lequel il est possible de faire un achat à un très très bon prix sur le marché secondaire. Le marché primaire, donc c'est-à-dire ce que Peculium vend, c'est ça le marché primaire, il est réservé aux gros investisseurs et aux institutionnels. En sachant que si on devait emmener les institutionnels et les gros investisseurs sur le marché secondaire, ce serait impossible parce que un gros investissement, s'il se fait sur le marché secondaire, le prix serait totalement, ça serait manipuler le prix. Alors que le marché secondaire aujourd'hui s'adapte réellement à comment est la communauté et le rapport qu'elle a par rapport au PCL. Un coin doit toujours être défendu par sa communauté, c'est toujours la communauté qui le porte, c'est la communauté qui le soutient, c'est comme ça que se fait Bitcoin, c'est comme ça que se fait l'Ethereum, le Litecoin, enfin tous les grands coins qu'aujourd'hui qu'on fait, il est toujours passé par une communauté qui se mobilise autour. Et nous, c'est un projet de communauté, on n'est pas là juste pour créer une monnaie pour une monnaie. Donc, on veut que l'écosystème éclot avec nous. Donc une communauté forte, qui hold son PCL, qui le garde, qui le maintient et qui le défend. Et donc le communiquer, je rappelle, hein, à chacun d'entre vous à communiquer, à porter, à véhiculer, à aider Peculium à devenir plus fort dans les réseaux sociaux et dans votre entourage. Vous voulez le PCL, sachant qu'il n'est pas sur le marché. Qu'est-ce qui fait évoluer le PCL? Le marché secondaire, il n'y a aucun contrôle. Le marché secondaire, il n'y a aucun contrôle dessus. C'est l'offre et la demande. C'est la liberté des gens. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui y vendent. On a eu une bounty campagne qui a été très forte pour les CO. On a fait des airdrops. On a appelé, donc, les airdrops, c'est le fait quand un projet s'annonce sur le marché. Il dit à la communauté, je vous donne des tokens parce que voilà, j'arrive un peu dans votre milieu. Donc, j'essaye, je vous montre une forme de gratitude pour l'airdrop. Donc, c'est un ensemble de tokens qui sont donnés et qui sont généralement le premier acte de vente dans les exchanges. Et c'est ce qui amorce la chute. Mais le marché est en sang, quoi. Il n'y a pas d'autre explication. Le marché a perdu 92% de manière générale entre le 17 décembre et aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'autre explication. Avez-vous pensé aux annonces publicitaires sur YouTube entre certaines vidéos? Il y a un webinaire qui est dédié au marketing du PCL. Et c'est dans quelques jours. On va vous donner la liste. Il y a une action marketing qui est en cours, qui est élaborée et qui va bientôt commencer. Je pense que vous avez
droit de poser toutes les questions sur le marketing et comment Péculium conduit son image au travers du monde médiatique et du monde extérieur et de l'Internet. Et je vous invite à poser les questions aux personnes qui vont présenter la campagne marketing de Péculium. Très bien. Pas d'autres questions? Je regarde un peu comment. J'ai fermé la fenêtre. Voilà. Écoutez, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions. Prochain webinaire. Hervé GD Macafé fait évoluer. Je ne sais pas. On nous a demandé si on avait contacté un certain Hervé GD Macafé. On va le faire. C'est une recommandation. Merci. Ah, on demande? Ok. Écoutez, j'ai été vraiment très heureux de m'adresser à vous. Cette première prise de parole pour expliquer Péculium, pour expliquer aussi notre démarche. J'ai survolé beaucoup de sujets parce que c'est assez. Il y a énormément de choses derrière chaque élément. Nous allons essayer de refaire ce format assez fréquemment pour vous tenir informés. Bruno vous présentera l'actualité de Péculium de manière assez régulière. On va retrouver Adrien sur la partie recherche et développement pour vous présenter les chantiers sur lesquels Péculium travaille en termes de R&D. Abed Ajraou va présenter l'état d'avancement sur Eve avec un point d'atterrissage au 15 avril prochain. Les membres de la team AI en UK vont présenter ce que c'est que le NLP, ce que c'est que le Big Data, l'état d'avancement aussi. On va se mettre en contact avec vous. L'ensemble de l'équipe de Péculium va faire le nécessaire pour s'adresser à vous, pour expliquer ce que c'est que le projet. Il y a énormément de sujets qu'on doit aborder. Qu'est-ce que c'est que l'épargne dans la blockchain? J'ai été très rapide au début. Quels sont les mécanismes d'épargne qui peuvent rentrer dans la blockchain? Qu'est-ce que c'est que l'épargne salariale, l'épargne salariale entreprise, l'épargne logement, l'épargne nationale? Quels sont les plans d'épargne qui peuvent être précisés, spécialisés au sein de la blockchain? Et c'est quelque chose sur lequel Péculium va s'inscrire sur la très longue durée. C'est un plan global de développement sur les prochaines années. C'est-à-dire que voilà, les plans d'épargne et les mécanismes d'épargne vont rentrer dans la blockchain, vont rentrer via Péculium et vont être introduits via les acteurs qui portent l'intelligence et l'expertise sur ces produits d'épargne de manière classique. Et on va vous présenter aussi la trajectoire du marketing, la trajectoire commerciale. On va vous tenir informé de l'état d'avancement de la CCO, quelles sont les ventes qui ont lieu, les contacts qui ont été pris. Tout ceci s'inscrit dans une volonté qui a toujours été affichée dès le début de transparence. C'est comme ça qu'on s'est adressé à la communauté. Péculium s'est adressé toujours d'un point de vue transparence. Et la CCO sera conduite de la même manière. Je tiens à remercier les community managers qui font un travail remarquable.
et qui sont le lien qu'on a entre vous et Peculium. Et eux aussi vont prendre la parole, ils vont s'adresser à vous dans des webinaires pour prendre vos questions d'ordre technique, comment je fais mon swap, comment je sécurise mon portefeuille, quand est-ce que j'investis, combien je dois investir, etc. Toutes les questions qui se rapportent à ce sujet. Et nos partenaires, Accuracy, vont vous présenter l'analyse et le modèle économique, l'analyse du token, la trajectoire du token, l'analyse fondamentale qu'il y a sur la tokenisation qu'on conduit. Et ils vont vous présenter aussi l'ensemble de questions-réponses pour répondre à vos questions économiques et financières. L'actualité de ce mois va être très riche. Il y a des sujets dont nous n'avons pas l'autorisation de parler, mais qui vont donner à Peculium dans les prochaines semaines et le prochain mois une véritable place en tant que player dans cet écosystème. Et on va essayer de porter ce message d'introduction. On est un pont entre les économies. On introduit l'économie classique conventionnelle dans un écosystème qui a ses particularités. Et ces particularités-là, nous les maîtrisons, nous les connaissons. Et en plus, nous les appuyons par quelque chose qui est sous-jacent à tout, qui est la data. Et la data ne ment pas. Elle ne connaît que 1 ou 0. C'est pour ça que Peculium sera très fort. Merci. Merci, à bientôt.